Bonjour à tous, bienvenue à cette première présentation, à cette première capsule vidéo d'InnoPerformance Consulting intitulée « Recycler à tout prix, recycler ou périr ». Je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont trouver ce titre un peu trop dramatique, mais vous verrez qu'à la fin de la rencontre, à la fin de la présentation, que ce n'est pas si exagéré que ça. Ce n'est pas trop loin de la réalité, particulièrement quand on voit les choses d'un point de vue industriel. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons tout d'abord par des présentations. InnoPerformance Consulting, qui sommes-nous? Alors, InnoPerformance Consulting, tout d'abord, on s'appelait InnoPerformance, cabinet de consultants spécialisé en gestion et financement de l'innovation industrielle, œuvrant dans les domaines des matériaux polymères, des matériaux composites, mais on œuvrait aussi avant dans le domaine des textiles techniques et aussi dans le domaine des biopolymères. Mais en fin 2021, on a décidé de réduire nos activités afin de pouvoir mieux se concentrer sur l'industrie de la plasturgie et particulièrement sur l'industrie du recyclage des polymères, du recyclage des plastiques. Ce faisant, InnoPerformance, l'innovation au meilleur prix, est devenue InnoPerformance Consulting, la plasturgie au cœur du développement durable. Voici d'ailleurs notre nouveau site Internet. Pourquoi avons-nous décidé de faire ça? Habituellement, les entreprises cherchent plutôt à se diversifier, ça a l'air bête, n'est-ce pas? Comme vous le supposez, c'est en partie dû à nos convictions. L'économie circulaire, le développement durable, ce sont des valeurs qui sont profondément ancrées dans l'ADN d'InnoPerformance Consulting. Mais c'est aussi une décision d'affaires, oui, voire même une décision stratégique, basée sur les énormes opportunités que porte le contexte actuel. Et quel est-il le contexte actuel? Bon, il n'est pas très reluisant, si on peut dire. On le sait, on a un gros problème avec la gestion de nos déchets plastiques. Quand je dis on, je veux parler de la population, de l'humanité en général. C'est un problème qui est devenu aujourd'hui une véritable menace écologique, une véritable menace environnementale qui concerne l'ensemble de nos écosystèmes, tant au niveau de la faune que de la flore. Et c'est une menace dont l'ampleur et la gravité se voient aujourd'hui à l'échelle de la planète. Ce qui suscite bien sûr énormément d'inquiétudes, énormément de craintes, voire même de peur. Et on a même l'impression que certains cèdent à une certaine forme de panique, et on entend de plus en plus la rhétorique, la question, et des fois, ça prend même l'allure de propagande, n'est-ce pas? À savoir, est-ce qu'il faut bannir, est-ce qu'il faut éliminer, est-ce qu'il faut remplacer les matières plastiques? Pour vous dire la vérité, avant, je trouvais ce genre de propos assez ridicule et je ne prêtais même pas attention aux gens qui les exprimaient. Mais petit à petit, j'ai réalisé que j'avais tort et qu'au fait, que c'est une question parfaitement légitime. C'est pas tout le monde qui s'intéresse à l'histoire des matériaux, c'est pas tout le monde qui s'intéresse à l'histoire de la plasturgie, c'est pas tout le monde qui connaît les plastiques. Hein. Donc, c'est une question qui est tout à fait légitime. Et c'est au contraire à nous, spécialistes, c'est à nous, experts, c'est à nous, professionnels du domaine, de répondre à cette question. Donc, permettez-moi de commencer cette présentation pour tenter de répondre à mon humble niveau à cette question. Faut-il bannir, faut-il éliminer, faut-il remplacer les matières plastiques? Vous savez, c'est une question à laquelle il est facile de répondre. Parce qu'au fait, les plastiques existent, la plasturgie en tant que telle existe depuis moins de 100 ans, en fait. Okay? La plasturgie a vraiment démarré à partir des années 40, au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il est facile, si on se reporte aux années, par exemple, aux années 1900, de savoir c'est quoi un monde sans matière plastique, afin de pouvoir anticiper c'est quoi que sera un monde sans matière plastique à nouveau. Donc, comme je dis, si on se projette dans les années, au début des années 1900, même pas plus loin, hein, 1900, 1910, 1920, nous, l'humanité, comme les matières synthétiques, les matières polymères, les matières plastiques n'existent pratiquement pas à cette époque, eh bien, nous n'avons d'autre choix, afin de combler nos besoins en matières premières, de puiser
à même les ressources naturelles, pour ne pas dire à même les ressources vivantes. Et ça nous a amené à quoi? Ben, ça nous a amené à décimer la plupart des forêts de cette planète. En orange ici, vous voyez en orange. Donc, oui, toute la superficie forestière que l'homme a détruite ben, depuis qu'il coupe des arbres. Hein. Et on voit aujourd'hui qu'encore aujourd'hui, la déforestation, ça reste un grave problème environnemental, une grave menace pour la planète. Alors oui, au Canada et dans d'autres pays, on a adopté des modes sains et responsables de gestion de notre patrimoine forestier, si je peux le dire comme ça, mais c'est loin d'être le cas sur toute la planète. Hein. La déforestation, ça reste un grand enjeu environnemental encore aujourd'hui. Alors, cette quête effrénée de matières premières nous a aussi amené je ne sais pas comment dire ça, hein, oui, à massacrer beaucoup d'espèces humaines, d'espèces, excusez-moi, d'espèces animales, que nous avons conduit pour beaucoup d'entre elles à l'extinction. Et puis, certains en ont réchappé de peu. Alors, le phoque, par exemple, des Caraïbes que je vous ai mis là, ben, c'est une espèce éteinte, il n'existe plus. Le rhinocéros noir, il n'en existe plus. Et puis, comme j'ai dit, certaines espèces ont échappé de peu. Hein, le bison, l'éléphant, le morse, la baleine. Oui, en préparant cette présentation, j'étais choqué d'apprendre que rien que durant le 19e siècle, donc entre l'an 1800 et l'an 1900, l'homme a tué plus de 2,9 millions de baleines, donc près de 3 millions de baleines massacrées en moins d'un siècle. Je ne suis pas partisan Greenpeace, ou loin de là, mais quand même, j'avoue que wow, c'est choquant. Wow, on a fait fort là. On a fait fort. Là. Donc, continuons comme ça, faisons à cette allure. C'est sûr qu'au début des années 1900, on connaît déjà une certaine pénurie de matières premières. Hein. À force d'abuser comme ça, dès les années 1900, début 1900, on connaît déjà une pénurie de matières premières. Pourtant, au cours du XXe siècle, il y a 3 événements majeurs qui vont faire littéralement exploser hein, nos demandes et nos besoins en termes de matières premières. C'est bien sûr la première, mais surtout la Seconde Guerre mondiale et le baby-boom qu'on a subi, parce que comme vous le voyez ici sur le graphique de la population mondiale, depuis les années 40-50, la population mondiale croît à un rythme quasi exponentiel. Alors, comment notre population d'êtres humains a-t-elle pu prospérer autant alors que dès le début du siècle, il y avait déjà une pénurie de matières premières. Et surtout, comment la planète a pu survivre à une telle croissance de la demande de matières premières? Parce qu'au début, déjà au début du siècle, elle était déjà essoufflée, elle avait déjà du mal à subvenir aux besoins de l'espèce humaine en termes de matières premières. Eh bien, vous l'aurez compris, ce petit miracle-là, c'est grâce aux matières synthétiques et particulièrement aux matières polymères, particulièrement à l'industrie de la plasturgie, qui a été créée au plus fort de la Seconde Guerre mondiale pour justement pallier au manque de matières premières qu'il y avait à cette époque. Hein? On n'avait même plus suffisamment de matières premières pour pouvoir se faire la guerre. Et depuis les années 40, ben les plastiques ont, comme vous le constatez, connu un essor extraordinaire. Alors, pourquoi les plastiques ont connu un tel essor? Ben, c'est tout simple, c'est parce que les plastiques sont vraiment le matériau du siècle. Le plastique, c'est le matériau du siècle. C'est un matériau qui est ultra performant, ultra polyvalent, on peut même dire qu'il est pluridimensionnel. Il n'y a rien que vous ne pouvez pas remplacer avec des plastiques. Vous pouvez remplacer le bois, du papier, du cuir, des films textiles, des métaux, des verres. Il n'y a pas une seule application qui se fait à température ambiante que vous ne pouvez pas réaliser en plastique. C'est vrai ça. Donc, le plastique a permis de remplacer bon nombre des matières qui sont aujourd'hui en pénurie et bon nombre des matières qui sont extrêmement difficiles à mettre en feu.
En plus, c'est un matériau qui est léger, qui est isolant thermiquement et électriquement, donc il nous a permis de faire des économies d'énergie extraordinaires, des économies de poids extraordinaires. Il nous a permis de réduire notre production de gaz à effet de serre. Okay? Nos véhicules automobiles, on a réduit le poids des véhicules automobiles de près de 30% en y incorporant de plus en plus de plastique, des pare-chocs et tout ça. En plus, c'est un matériau qui est facile à produire, donc il est abondant, il est facile à mettre en œuvre, il est très économique. Ça coûte très peu cher. C'est très cheap, comme on dit. Et cerise sous le gâteau, c'est une matière qui est entièrement, voire même infiniment recyclable. C'est-à-dire que vous pouvez la recycler jusqu'à ce que ces molécules se décomposent littéralement. Parce que non seulement vous pouvez le recycler mécaniquement, mais vous pouvez même le recycler chimiquement. Donc, allez chercher les molécules. Donc, le plastique contribue depuis près de 100 ans, moins de 100 ans, mais près de 100 ans, à la sauvegarde de l'environnement en permettant de relâcher la pression consumériste que l'homme applique sur les ressources naturelles. Il propose une alternative aux ressources que nous avons épuisées. Et c'est un avis personnel, mais pour moi, je pense que sans les matériaux plastiques, sans les matériaux polymères, sans les matériaux synthétiques, mais ça fait longtemps que cette planète serait rendue inhabitable. Et c'est probablement nous, l'espèce, qui serait en voie d'extinction. On n'aurait pas pu prospérer autant sans les matières plastiques. Et non seulement ça, les plastiques nous ont permis de faire des avancées, des percées scientifiques, technologiques majeures dans tous les domaines, même dans le domaine médical. On parle de prothèses de hanches, on parle de prothèses de genoux, on parle de prothèses d'artères. Il y a des gens qui vivent littéralement grâce au plastique qu'ils ont implanté dans le corps. Allez leur dire à ces gens-là qu'il faut se débarrasser des matières plastiques, ou bien que comme le gouvernement veut le prétendre, que les matières plastiques sont toxiques. Allez leur expliquer à ces gens, tous ces gens qui sont couchés dans les hôpitaux avec des perfusions en plastique. Allez leur dire que le plastique, il faut s'en débarrasser, ou bien que le plastique est toxique. Ça n'a pas de sens. Donc, à cause de toutes ces propriétés extraordinaires, c'est tout à fait normal que notre société, notre civilisation, notre industrie, notre technologie est aujourd'hui basée sur les matériaux plastiques. C'est tout à fait normal. Le plastique, c'est notre présent. Le plastique, c'est surtout notre futur. Mais ne me croyez pas sur parole, là. Demandez à l'ami Google, tapez avion du futur, tapez automobile du futur, tapez maison du futur. Vous allez voir qu'ils sont pratiquement tous fabriqués à partir de plastique, de matériaux composites. Il y a très peu d'avions du futur en bois, je suis désolé. Il y a très peu, et heureusement, il y a très peu de voitures du futur en acier, et heureusement, n'est-ce pas? Alors, n'allez pas croire, si vous avez cette conception-là que le plastique, c'est une option parmi d'autres, que c'est un choix parmi d'autres, sachez que ça fait longtemps, ça fait plus d'un siècle que nous avons épuisé les autres choix qui étaient à notre disposition. Le plastique, c'est pas une option, c'est notre seul choix. C'est pas un problème, c'est la solution. Et c'est la seule. Comme je l'ai mis ici, c'est notre planche de salut, c'est notre unique espoir. Surtout si notre population continue à exploser à ce point. Si on recommence à nouveau à combler tous nos besoins en matières premières, juste avec les ressources naturelles, mais nous allons détruire l'environnement plus que nous le faisons actuellement. C'est sûr. C'est sûr. La question aujourd'hui, c'est de se demander, comment d'une solution miracle, d'un matériau miracle, comment passe-t-on d'une solution miracle au désastre écologique que nous connaissons actuellement? C'est ça la vraie question.
Et là, encore une fois, j'ai envie de dire, c'est dû à notre sagesse et à notre pragmatisme légendaire, à nous, espèces humaines. Hein? C'est notre sagesse et notre pragmatisme légendaire. Voulant que, hein, si les plastiques sont si abondants, s'ils sont si faciles à produire, s'ils sont si faciles à mettre en œuvre, s'ils sont si peu chers, s'ils sont si économiques, oui, c'est vrai, ils sont entièrement recyclables. OK? So what? Mais pourquoi on ferait ça, quoi? Mais pourquoi on va le recycler? Si c'est si abondant, si peu cher, si facile, ben, on n'a qu'à s'en débarrasser et puis en fabriquer d'autres. En plus, on aime ça, le neuf. C'est pas vrai qu'on aime ça, le recycler. On préfère du neuf. Tout le monde préfère du neuf. Hein? Alors, pourquoi le recycler? Pourquoi s'embêter à faire ça? Écoutez, oui, je vous entends, mais écoutez-moi bien. On ne pense pas à mal, on n'est pas mal intentionné ici. Mais le recyclage, c'est loin d'être une activité économique. Hein? Ça nécessite énormément d'étapes qui font appel à énormément de logistique et énormément de ressources. Il faut collecter, transporter, trier, conditionner, laver, décontaminer. Tout ça, ça coûte de l'argent. Ça ne se fait pas de coup de baguette magique. Okay, ça coûte de l'argent. Et la vérité, c'est que recycler les plastiques, c'est généralement une activité peu, voire pas rentable du tout. Il n'y a personne qui peut faire faillite là-dedans. Oui, on veut tous recycler, mais allez-y, investissez. Vous allez voir que vous risquez rapidement de faire faillite. Alors oui, ça demeure rentable pour certains plastiques, comme le HDPE, le PP, le PET. On peut dégager une certaine rentabilité là-dedans. Mais pour la plupart des autres, c'est pas vrai. C'est pas du tout rentable. En tout cas, en ce moment, vu les progrès technologiques scientifiques, c'est pas vrai que c'est rentable aussi que des plastiques en général. Donc, c'est beaucoup plus simple pour nous, pour nos communautés, pour notre société. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique et surtout beaucoup plus économique de tout simplement s'en débarrasser après usage et d'en fabriquer d'autres. Alors, s'en débarrasser, bon, oui, c'est peut-être là le problème. Éliminer les déchets plastiques. Mais comment? Bon, eh bien, on va commencer par brûler un maximum, à brûler tout ce qu'on peut. Oui, c'est pas propre, c'est pas écologique, mais avec la chaleur produite, on fait un peu d'électricité, donc on peut appeler ça valorisation énergétique. C'est pas plus propre, mais on va dire que c'est quand même utile, ça se défend, il y a des arguments pour, quoi. Mais on en produit tellement des déchets, c'est pas possible de tous les brûler, même si on voulait tous les brûler, on ne pourrait pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va quand même pas stocker ça dans des hangars, donc on va les enfouir le plus loin et le plus profond possible pour au moins se débarrasser de la pollution visuelle. C'est la seule pollution dont on peut se débarrasser, la pollution visuelle. Débarrassons-nous-en. C'est vrai que là, c'est vraiment pas propre, c'est pas écologique, et même quand on veut faire l'avocat du diable, là, franchement, moi, j'ai du mal à trouver des arguments. J'ai eu du mal. Ce que j'ai pu dire, c'est que bon, tout ce qu'on pourrait dire, c'est que bon, regardez, les plastiques, c'est bien dérivé du pétrole, n'est-ce pas? Le pétrole, il vient d'où? Il vient de la terre. Vous me suivez? Donc, enfouir le plastique, n'est-ce pas une sorte de retour du pétrole vers la terre? Est-ce qu'on ne pourrait pas tenter de dire ça, un retour à la terre, comme une sorte de recyclage du pétrole, qui sait, peut-être qu'en quelques millions d'années, ça va peut-être redevenir du pétrole. Non, non, on voit que ça ne marche pas. Et surtout que l'incinération, ça cause beaucoup de gaz à effet de serre, dégagement aussi de potentielles toxines, hein, même si bien sûr on essaie de faire ça, de capter tous ces trucs-là à la source. Mais l'enfouissement, contamination des sols, contamination potentielle des nappes phréatiques, mais là encore, même si on essaye d'essayer de gérer tous ces risques-là, ça existe.
Et puis, les sites d'enfouissement, surtout, c'est une capacité maximale. Alors, à la quantité de déchets qu'on produit chaque année, il faut tout le temps soit les étendre, hein, les élargir, soit en ouvrir d'autres, hein, avec toutes les tensions que ça peut causer avec les populations riveraines, parce qu'effectivement, il n'y a personne qui veut d'un centre d'enfouissement dans sa cour, ou dans sa commune, dans son village, ou bien dans sa ville. C'est sûr. Hein, personne n'en veut. Donc, c'est clair que ce n'est pas fiable. Il faut vraiment trouver une autre solution. On ne veut pas recycler, mais ce n'est pas fiable. Ben, vous savez quoi? On n'a pas eu longtemps à réfléchir à la solution. Parce qu'il y a une solution miraculeuse qui s'est présentée d'elle-même. Et cette solution miraculeuse, ça s'appelle la Chine et l'Asie du Sud-Est, de façon générale. Comme vous le savez, au cours des dernières années, au cours des dernières décennies, la Chine et l'Asie du Sud-Est sont devenues l'usine du monde. Et cette usine, comment dire, cette usine s'est vue dans un tel manque, s'est retrouvée avec un tel manque de matières premières, qu'elle a même dû miser sur les déchets, sur les matières résiduelles, okay? Sur les déchets plastiques, sur les déchets de papier. Elle a dû miser sur ça pour continuer à produire. Donc, ils se sont mis à inventer toutes les matières résiduelles sur lesquelles ils pouvaient mettre la main. Inventer des matières plastiques, des déchets plastiques de toute la planète. Et inutile de vous dire que les pays occidentaux, surtout les pays occidentaux, ce ne sont pas les seuls, nous ne sommes pas les seuls, mais surtout les pays occidentaux, on a sauté à pieds joints sur cette opportunité quasi inespérée. Hein. C'est miraculeux, ça, un pays qui est prêt même à t'acheter tes déchets. Alors, inutile de vous dire que pendant des années, je ne sais pas pendant combien d'années exactement, mais nous en avons profité un maximum. Nous en avons même abusé. Pendant des années, on a exporté massivement nos déchets en plastique et en papier vers l'Asie. Et quand je dis qu'on en a abusé, c'est que souvent, bon, tout ce qu'ils nous demandaient, c'était quand même de sélectionner, de trier les matières. Hein. Mais souvent, c'est quasiment des poubelles qu'on leur envoie. C'est-à-dire des choses mal, des fois, c'est même arrivé pas trié du tout. Je suis sûr que vous êtes au courant, tout comme moi, des scandales qui ont même impliqué le Canada, hein, notamment avec les Philippines, hein, où on voit effectivement des cargos, des containers de poubelles venus du Canada qui accostent aux Philippines. Enfin bref, on n'a pas de quoi être fier des fois. Si bien qu'arriva ce qui devait arriver, en 2018, la Chine et tous ces pays de l'Asie du Sud-Est en ont eu marre d'être considérés comme la poubelle du monde, et puis ils ont mis fin à leur importation. Mis fin à ce business-là, ce qui a laissé beaucoup de pays, et particulièrement les pays occidentaux, particulièrement les pays du G7, dans le désarroi total, ça les a complètement pris au dépourvu. Et là, on ne sait plus quoi faire. Hein, imaginez-vous, j'ai le chiffre pour les États-Unis, mais imaginez-vous que certaines années, c'était près de 70% des déchets plastiques récupérés aux États-Unis qui étaient envoyés directement en Asie. Là, allez simple, là, sans escale. OK? Près de 3/4 des déchets plastiques collectés aux États-Unis étaient envoyés direct en Asie. C'est formidable, ça. En plus, ils payaient pour. C'est formidable, ça. S'est-on demandé, avant d'envoyer massivement nos déchets à ces pays, qui, la Chine mise à part, et je dis bien, la Chine mise à part, ces pays sont le plus souvent des pays en voie de développement, hein, Philippines, Indonésie, tout ça. Alors, s'est-on demandé avant de leur
envoyer ce déluge, ce tsunami, ce raz-de-marée de déchets chaque année? S'est-on demandé si ces pays en voie de développement avaient les ressources technologiques, scientifiques, ou du moins industrielles, non pas de recycler ça correctement, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils en faisaient. Donc on suppose qu'ils en faisaient quelque chose d'intéressant, mais je suis un peu d'enquête. Mais s'est-on assuré ou leur a-t-on au moins demandé s'ils avaient ce qu'il fallait pour traiter ça de façon sécuritaire ou du moins de façon responsable, hein? Mais non, soyons pragmatiques. Pourquoi prendrions-nous le risque de tuer une business aussi lucrative, hein? On est en train littéralement de transformer nos déchets, dont on ne savait plus quoi faire, en source de revenus. On ne va quand même pas tuer la business en allant poser des questions fâcheuses. Ben non, soyons pragmatiques. Tant qu'ils achètent, ils en veulent, ils en auront, hein? Ce qu'ils en font avec, ça ne nous regarde pas. Le client est roi, il paye pour ça. Et puis, loin des yeux, loin du cœur, ils sont quasiment à l'autre bout de la planète, hein? Ça ne nous regarde pas. Chacun est maître chez soi. Et c'est ainsi que, comme vous le voyez sur la carte, l'Asie du Sud-Est est devenue la région de la planète où il se déverse le plus de plastique dans nos océans. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a presque un lien direct entre cette région-là et les plus grosses nappes de déchets, les plus grosses nappes de déchets océaniques. Et aujourd'hui, nos comportements ô combien pragmatiques, ô combien lucratifs, viennent ou reviennent nous hanter. Et le compte aujourd'hui, c'est qu'on veut mettre des plastiques sur le banc des accusés. Méchant plastique, vilain plastique, t'as tout pollué. T'as vu ce que t'as fait à nos océans? On va t'éliminer. On va te bannir. T'es méchant. C'est fou, hein? Si la situation n'était pas aussi préoccupante, ça en serait vraiment drôle, quoi. Moi, personnellement, j'ai jamais vu de bouteilles ou de sacs plastiques prendre leur pied à leur cou pour se jeter à la mer. Par contre, j'ai déjà vu des gens balancer leurs sacs à ordures dans les fleuves ou bien dans la mer. C'est pas les plastiques qui ont ravagé les forêts, c'est pas les plastiques qui ont emmené plusieurs espèces animales à l'extinction, c'est pas les plastiques qui se sont jetés dans l'océan, et c'est certainement pas les plastiques qui refusent de se faire recycler. C'est nous qui ne voulons pas les recycler, parce que c'est pas assez rentable. Donc, oui, il faut effectivement bannir, éliminer et remplacer quelque chose, parce que la situation n'est pas tenable, honnêtement. Il faut vraiment changer les choses. Mais je pense que ce ne sont pas les plastiques qu'il faut éliminer. C'est peut-être du comportement. Et surtout, nos modes de consommation irresponsables et autodestructeurs. Je pense que c'est peut-être ça. C'est sur ça qu'il nous faudrait peut-être réfléchir. Et ça, les gouvernements de la planète l'ont bien compris. OK? Que la vraie solution, c'est le recyclage. La vraie solution, c'est l'économie circulaire. Ça va non seulement permettre d'endiguer la pollution, mais ça va nous permettre de préserver les ressources naturelles. Parce que n'oublions pas que malgré l'avènement des matières plastiques, il y a encore plus d'1 million d'espèces animales et végétales en voie d'extinction sur cette planète. Et si rien n'est fait d'ici 2050, elles auront toutes disparu. Et comme je dis ça, les gouvernements de la planète l'ont bien compris. Donc, ils laissent les groupes ultra-écologistes radicaux dire ce qu'ils veulent, mais eux, ce qu'ils font,
c'est que depuis des dizaines d'années, ils font tout pour inciter, encourager et pousser notre société, et particulièrement dans le milieu industriel, à recycler les déchets plastiques. Cependant, comme vous l'avez constaté, loin de s'améliorer, la situation a en fait empiré, surtout depuis, comme je vous ai dit, la fermeture du marché chinois et sud-asiatique. Donc on voit, hein, les pronostics ne sont vraiment pas bons. La population humaine est en pleine croissance. Pour soutenir cette croissance-là, l'humanité aura besoin d'ici 2050 de 27 milliards de tonnes de plastique. Et la majorité de ce plastique-là ne sera malheureusement pas recyclé si on continue à cette allure. Okay. Donc, devant l'urgence de cette situation, les gouvernements n'avaient pas d'autre choix. Donc, un peu, oui, des fois dans la panique, des fois dans l'improvisation, des fois la plus totale, il faut le dire, de plus en plus de pays, d'États, de nations, de villes adoptent des règlements et des lois très sévères, cherchant à imposer et à forcer le recyclage des matières plastiques. En faisant quoi? En imposant, hein, des quotas minimums de matières plastiques dans énormément de produits fabriqués en plastique. Industriel, ça vous concerne particulièrement. Alors, c'est notamment déjà le cas aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni. Le Japon, lui, ça fait longtemps qu'il est pionnier là-dedans, comme la Californie. Et même la Chine a énormément durci sa législation en matière de gestion des matières résiduelles. La Chine n'est plus ce qu'on pense à ce niveau-là, de la gestion des déchets. Ils sont vraiment, les amendes, des fois, ont été multipliées par 10 là-bas. Donc, de quoi on parle quand on parle de projet de loi? De quoi s'agit-il? C'est comment c'est imposé? C'est quoi les pénalités? Ben, ça, on va voir ça justement parce qu'on ne veut pas que les capsules soient trop longues. On va rentrer dans les détails de ce sujet-là lors de la prochaine capsule que je vais d'ailleurs enregistrer tout de suite après. Donc, peut-être d'ici demain, vous allez la recevoir aussi. Donc, comme on dit, stay tuned, surtout les industriels, nous allons rentrer en détail dans les lois qui sont promulguées dans chacun des pays. Je vous dis tout de suite, comme il y a encore des développements au Canada ici, on va voir le Canada dans une troisième et dernière partie. Dans la deuxième partie, on va focuser sur le contexte plus international, les pays qui ont déjà promulgué des lois et comment ça affecte la société, comment ça affecte particulièrement l'industrie de la plasturgie. Ça, nous allons voir ça dans notre seconde partie. Merci d'avoir assisté à la rencontre.